Émilie Noteris, bonjour. Vous êtes travailleuse du texte et vous préfacez Femmes et anarchistes, des textes de Voltairine de Cleyre et d'Emma Goldman. C'est publié chez Blackjack Éditions. En fait, comme le texte est lui-même présenté, en fait, il s'agit de femmes et anarchistes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas directement de féministes, même si aujourd'hui, effectivement, ça peut être tout à fait rattaché à la pensée féministe. Par contre, historiquement, il n'y a pas que Proudhon, en fait. On s'arrête souvent à Proudhon quand il est question d'anarchisme. Mais à la même époque, il y avait De Jacques, qui, lui, a écrit un texte, justement, en réponse à Proudhon, à l'effacement et à la non-prise en compte du rôle des femmes dans l'anarchisme. Donc il y avait beaucoup d'autres personnes comme Kropotkin également qui se sont insurgées, mais on a gardé effectivement plutôt la figure de Proudhon, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes actives non plus à l'époque, si ce n'est Voltairine de Cleyre et Emma Goldman, auxquelles on n'avait pas vraiment accès jusqu'à présent, d'où l'intérêt en fait aujourd'hui de republier ces textes. La pensée anarchiste, de toute façon, est une pensée de l'émancipation. Et justement, que ce soit De Jacques ou Voltairine de Cleyre ou Emma Goldman, en fait, il s'agit simplement de penser l'émancipation de l'être humain et non plus simplement de l'homme en excluant la femme. Donc il n'y a pas de gouffre particulier, en fait, dans le fait d'inclure la femme dans cette pensée. Elles sont pratiquement de la même époque. Voltairine de Cleyre a énormément influencé Emma Goldman. Voltairine de Cleyre était native américaine, alors que Emma Goldman est émigrée russe. Donc il y en a une qui vient des pogroms de l'Est et l'autre qui est plutôt née dans les champs de coton et qui était justement très très proche de Lucy Parsons, par exemple, qui était plus dans la cause de l'émancipation des femmes noires également. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de traductions, enfin il y a beaucoup de premières traductions de ces textes. Il existe, je crois, une édition qui a été réalisée au Québec de certains textes, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment d'ouvrage qui regroupe à la fois en regard les deux travaux des deux anarchistes. Et donc il y avait un manque à combler. Comme je l'ai plus ou moins expliqué dans ma préface, il y a énormément de signes communs qui font réapparition aujourd'hui dans les discours et dans toute la régression qu'on peut constater aujourd'hui, à la fois en France ou en Espagne, avec les problèmes liés à l'avortement, par exemple. Il y a un véritable besoin, à mon avis, de se réappuyer sur ces textes-là pour savoir où on en est, quel est le trajet qui a été effectué. Et là où on n'a pas suffisamment su avancer, parce que des choses qui pouvaient être dénoncées par Emma Goldman ou Voltairine de Cleyre sont toujours effectives aujourd'hui. Donc il y a quand même un petit problème Par exemple Par exemple, dans un texte sur l'esclavage sexuel qui peut poser quelques problèmes, on peut y revenir aussi dessus de par la relation entre l'esclavagisme et puis la condition de la femme. Il y a par exemple tout un passage sur les problèmes d'éducation liés aux enfants et sur le fait qu'il y ait certains rôles qui soient assignés aux petits garçons et d'autres aux petites filles, qui sont des problèmes qu'on se pose aujourd'hui depuis très peu de temps, qui ressurgissent énormément. Donc ne serait-ce que ça, ou la mise en avant de la beauté de la femme et le traitement de son physique, etc. Enfin, que des questions qu'on pose également aujourd'hui sur la prostitution également. Peut-être aussi pour ce faux effet de nouveauté qu'il peut y avoir aujourd'hui à s'intéresser à ces questions, et sur des tas de gens qui prennent la parole sans fonder historiquement cette pensée. Qui me paraît parfois dangereux, quand je vois certaines tribunes de Marcella Yacoub, par exemple, dans Libération. Effectivement, il y aurait peut-être un besoin de resituer historiquement, de préciser que c'est des choses qui ont déjà été pensées, et de ne pas faire passer ça pour une nouveauté. En fait, à cette époque-là, elle fustigeait
tous les problèmes que pouvait susciter la prostitution de manière générale, en disant que tout le monde s'étonnait de faire ressurgir ce problème de prostitution, alors qu'il existait une sorte de prostitution à l'intérieur même du système familial et de la condition de la femme dans le couple, qui était plus ou moins forcée de toute façon à enfanter, à avoir une sexualité qu'elle ne choisissait pas, et que ça représentait une forme d'esclavagisme et qu'il y avait une manière vraiment déplacée de s'offusquer de la prostitution, alors que les hommes justement allaient voir des prostituées et puis revenaient dans leur famille ensuite. Enfin, voilà, qu'il y avait un décalage qui était trop fort, donc elle se permettait de faire le rapprochement entre la prostitution et les rapports forcés dans le couple, en fait. Il y a eu tout un problème aussi aujourd'hui par rapport à la prostitution, à savoir si ça devait être libéralisé ou non. Effectivement, c'est un faux problème. A priori, c'est ce qu'elle semble dire à l'époque, que c'était une manière de déplacer le discours et de projeter la lumière ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé aujourd'hui. Donc ça peut être regardé de cette manière-là. Après, il y a également un décalage quand même avec ce que je voulais expliquer par rapport à l'esclavagisme, la manière d'utiliser ce terme, qui est très très délicate aujourd'hui et qui semble problématique parce qu'il y a eu une grande évolution dans le féminisme et divers féminismes, de black feminism et des chicanas par exemple. Donc on ne peut pas englober tout de la même manière et uniformiser le vécu, c'est-à-dire vraiment faire des parallèles extrêmement violents entre l'esclavagisme et la condition féminine, mais qui passe tout à fait à l'époque d'un point de vue historique, puisque les développements féministes se sont faits justement en émergence par rapport au regard porté sur la condition des femmes noires. Donc il y avait une véritable raison d'être de cette métaphore à l'époque, mais qui n'est plus valable aujourd'hui et qui est malheureusement encore utilisée. Je parlais de Marcella Yacoub justement, qui l'utilise assez régulièrement et qui considère que, par exemple, la manière dont on veut inculquer des théories féministes ou de genre aux enfants représente une forme d'esclavage, qu'on fabrique des esclaves. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est encore utilisé aujourd'hui, mais qui n'est pas resitué historiquement. Et je pense que de lire ces textes-là permet justement de recadrer et de préciser les différences et la manière dont on peut se permettre d'utiliser ce genre de métaphore aujourd'hui. Déjà parce que justement, par rapport à l'anarchisme, c'était vraiment une petite part de l'anarchisme, ces textes-là, que ces femmes-là ont vraiment lutté à l'époque, qu'elles n'étaient pas écoutées énormément, qu'aujourd'hui en plus il y a un regard assez négatif sur tout ce qui peut être anarchiste, qui est assez rapidement rejoint par la violence, alors qu'il y a toute une part de l'anarchisme qui n'est pas justement connectée directement avec le terrorisme ou des actions violentes. Et je pense que c'est pour ça que Léa Gauthier, justement, qui est éditrice, qui est née en 1975 et moi qui suis née en 1978, on n'a pas le même rapport historique, justement. On n'a pas vécu mai 68, on vient d'ailleurs. Donc du coup, repenser l'anarchisme, c'est quelque chose qui peut nous intéresser et qui je pense, peut intéresser pas mal de monde aujourd'hui. Donc je pense que c'est le moment de se réapproprier ces textes. Avoir des classes populaires.